Bonjour à tous. Les derniers qui sont encore dans le couloir ne manqueront pas de nous rejoindre dans les secondes qui viennent. Et ceux qui sont debout vont s'asseoir. Et nous pourrons commencer l'après-midi, que j'ai le privilège de présider ce début d'après-midi, qui est toujours un petit peu le moment délicat où un petit coup de pompe risque de ralentir la vivacité intellectuelle et l'attention, mais je ne doute pas que la qualité des interventions va ranimer le public et l'intérêt. Alors nous allons évidemment continuer, approfondir et élargir le point de vue qui a déjà été si abondamment abordé et hier et ce matin. Et peut-être que je présenterai au fur et à mesure chacun des intervenants, mais nous aurons l'occasion d'entamer cette réflexion qui est dans le prolongement de ce que nous avons déjà eu, notamment hier, mais enfin encore aujourd'hui, tout est lié d'ailleurs, par l'intervention de Jacques Aron, qui a un parcours assez atypique puisqu'il est architecte de formation, mais dont l'intérêt se porte sur des choses aussi variées que le collage, la philosophie et en particulier les développements actuels et passés à travers aussi la pensée de philosophes allemands dont j'ai découvert en fait l'existence en regardant un petit peu sa biographie à lui. Mais donc aujourd'hui, ce qu'il va nous proposer, c'est d'à la fois prendre un peu de recul dans la réflexion sur les définitions de ce que c'est que l'antisémitisme, en approfondissant avec un peu de contexte, de contextualisation et d'histoire, ce que nous avons généralement caché et voulu définir à travers ce concept. Monsieur Aron, vous avez la parole, sachant que vous avez très exactement un quart d'heure pour nous dire tout ce que vous avez envie de nous dire. Mais s'il dépasse, c'est pas très grave, mais il faut qu'il parle, qu'il pense qu'il a un quart d'heure. Parce qu'on a commencé avec 20 minutes de retard, si pas 25 minutes. Voilà, l'histoire de l'humanité en un quart d'heure. Je vais essayer de vous esquisser ça. Le micro marche, on m'entend bien? J'avais souhaité, j'avais communiqué ce souhait aux organisateurs du colloque, qu'il s'ouvre en fait par une contextualisation historique, craignant qu'en l'absence de cette contextualisation, on ne fasse qu'ajouter encore un peu plus de confusion à des notions, à mes yeux, déjà extrêmement ambiguës et confuses. Je souhaiterais que tous ceux qui parlent de cette question adoptent un point de vue historique, c'est-à-dire par principe se refusent même à employer le terme en dehors du contexte historique dans lequel il a été forgé. Antisémitisme, et se sont intitulés eux-mêmes antisémites, des gens qui formaient un mouvement, des partis politiques dont le but affirmé était extrêmement clair, imposer à la société une régression politique antérieure à l'émancipation des Juifs par le décret de 1791, il faut dire en... 91-92. Voilà, 91 en France. Et même encore ce matin, et je ne veux pas polémiquer avec mes prédécesseurs, on a entendu dire qu'une grande manifestation de l'antisémitisme était l'expulsion complète des Juifs d'Angleterre au XIIe ou XIIIe siècle, si je ne m'abuse. On aurait parlé à ses contemporains dans ces termes qui n'auraient évidemment rien compris. Je crois que c'est d'autant plus important qu'au centre de mon intervention va se trouver une initiative politique dont, heureusement, par exemple, Julien Salingue, pour ceux d'entre vous qui ont entendu son intervention ce matin, ont très bien rappelé le contexte actuel, notamment en France, dans la campagne qui s'est développée contre le mouvement BDS. Je fais allusion
à la tentative d'un organisme qui a à peine 20 ans d'âge, qui s'appelle l'IRA, International Holocaust Remembrance Association, de pousser tous les gouvernements à adopter une définition stricte de l'antisémitisme. Et quand je dis stricte, c'est un euphémisme, c'est la définition la plus vague que l'on puisse imaginer et qui est le plus de nature, à mes yeux, à entraîner aujourd'hui un véritable regain d'antisémitisme. La perfidie de cette initiative est de la présenter partout, et surtout à un public européen encore traumatisé par le génocide, comme un soutien aux Juifs européens dans la lutte qu'ils auraient à mener contre un antisémitisme éternel et permanent. Ce mouvement, je le rappelle très brièvement, puisque le temps nous est très compté, ce mouvement politique est né en France et en Allemagne à peu près conjointement et dans le cadre de la rivalité entre l'État français et l'État allemand à peine unifié à partir de 1871, quand se crée le Deuxième Reich, l'Empire allemand. Il naît en France par une initiative d'une organisation dont on a peu reparlé, notamment ce matin dans l'évocation du fantasme du complot juif mondial. C'est la création en 1860 de l'Alliance israélite universelle, qui va être dans les consciences beaucoup plus la référence à un complot juif mondial que des références passées qui ont été évoquées. En Allemagne, il faudra un peu plus de temps. Les deux pays traversent d'ailleurs une crise économique qui n'est pas indépendante des conditions de négociation de la naissance du Second Reich allemand après la victoire de l'Allemagne sur la France. Ces deux pays traversent une crise économique et le mouvement antisémite se structure en fait et se dénomme lui-même en Allemagne avant que le même terme ne soit importé en français. C'est, on l'a encore cité ce matin, un manifeste d'un très curieux publiciste qui, avant ça, a énormément écrit, vient des milieux socialo-libéraux, un publiciste allemand du nom de Wilhelm Marr, dont le nom a été oublié, mais pas le fait qu'il est le créateur du terme même d'antisémitisme. Il le fait dans un livre dont il faut rappeler, je crois, le titre, parce qu'il est extraordinairement révélateur et qu'il contient déjà toute la confusion inhérente à cette notion d'antisémitisme. Il intitule son manifeste « La victoire ». Entendez bien les termes du judaïsme, c'est-à-dire pour tout le monde à l'époque une religion. Sur le germanisme, alors qu'est-ce que c'est que le germanisme? C'est la régénérescence de vieux mythes d'un peuple germain vaincu par les Romains et qui aurait eu des qualités intrinsèques qui se sont reportées sur tous ses descendants. C'est donc un terme forgé sur le combat fantasmé d'une religion contre des mythes nationaux, le germanisme et le gallicanisme. 13 ans à peine plus tard, le plus grand juriste belge, Edmond Picard, dont malheureusement on ne parle presque plus qu'à cause de ce texte qui va être immédiatement négligé et oublié, Edmond Picard, non seulement figure montante du Parti ouvrier belge, est le juriste de référence en droit belge. Il est celui qui publie les pandectes, il est celui qui fait autorité, mon successeur, je crois, ne me démentira pas,
en matière de fondation d'un droit national. Il écrit à peine 13 ans après cette avancée, cette définition d'un antisémitisme au sens politique, il écrit un livre qui s'appelle déjà « Synthèse de l'antisémitisme ». Nous sommes en 1892, plus de 2 ans quand ça paraît, avant l'affaire Dreyfus et bien avant les interventions bien connues de Bernard Lazare. Et l'ouvrage de Bernard Lazare, il existe d'ailleurs une abondante polémique entre Lazare et Picard, l'ouvrage de Bernard Lazare, L'antisémitisme, son histoire et ses causes, 1894, avant, je le rappelle, même la dégradation de Dreyfus et le début de cette affaire. L'affaire Dreyfus, beaucoup d'historiens l'ont dit avant moi, est la conséquence de l'antisémitisme qui est déjà bien établi politiquement en France, beaucoup plus que sa cause, comme tenteront de le faire croire les fondateurs du sionisme, à juste titre marqués par le fait que la France, pays avancé des droits de l'homme, pays de la Révolution française, a permis que se développe ce procès scandaleux. J'attire votre attention et je trouve que c'est un point sur lequel on a peu réfléchi jusqu'à présent. En écrivant son livre, Bernard Lazare crée en quelque sorte les prémices de cette histoire mondiale, universelle de l'antisémitisme, qui est la base d'une série d'affirmations totalement soit théologiques, soit métaphysiques, sur l'existence d'une haine universelle portée à un peuple particulier. Il n'y a pas, à ma connaissance, d'autres peuples ou d'autres mouvements qui aient écrit l'histoire universelle de leurs ennemis, c'est-à-dire qui aient constitué un corpus qui est censé encore faire autorité jusqu'aujourd'hui, un corpus des rapports entre un peuple qui serait demeuré semblable à travers les siècles et ses ennemis qui auraient la même continuité idéologique et même quasiment physique dans la conception des races, pas du tout une conception biologique, mais une conception en quelque sorte essentialiste qui va être développée dans ce même contexte nationaliste. Relisez aujourd'hui tous les textes de Renan là-dessus, ils sont extraordinairement évocateurs. Et donc, après que ce soit écrit déjà par un auteur juif, membre de l'Alliance israélite universelle et qui s'appelle Heinrich Gretz, une histoire des Juifs des origines à nos jours, en 11 volumes qui paraissent entre 1853 et 1875, un avocat plaidant la cause des Juifs crée cette fiction qui hante les sociétés occidentales, les Juifs, les sémites d'un côté, les antisémites de l'autre. C'est dans cette fiction que nous allons voir s'inscrire l'IRA et toutes les tentatives politiques d'imposer aujourd'hui l'antisémitisme comme une notion ne varietur. 2 ans plus tard, Theodor Herzl, fondateur du sionisme, partait du même constat et il disait dans l'État juif, qu'il est très intéressant quand même de relire aujourd'hui, nous sommes un peuple un. Nous formons, malgré la dispersion, un seul peuple. Nous sommes un peuple, écrit-il, c'est l'ennemi qui, sans que notre volonté y participe, nous rend tels, ainsi que cela a toujours eu lieu au cours de l'histoire.
Voilà donc les antisémites éternels, créateurs du peuple juif éternel. Une dialectique totalement mortifère dans laquelle on essaye de continuer à nous enfermer. Donc je le disais, l'antisémitisme au sens politique s'affirme régressif, restaurateur, anti-émancipateur, anti-démocratique. Bernard Lazare, il faut le dire à l'honneur, je dirais, de ses scrupules intellectuels, divise son livre très nettement en deux. Il est celui qui crée en quelque sorte une première période que les historiens plus scrupuleux aujourd'hui appellent l'antijudaïsme, et il fait effectivement débuter l'antisémitisme au sens propre à son époque et avec le sens que je viens de lui donner. Donc la première période historique de l'antisémitisme, ouverte en France avec le décret Crémieux, c'est-à-dire l'imposition en quelque sorte ou l'acceptation par l'État français de l'insertion de 37 000 juifs algériens dans la nationalité française, alors qu'un débat était déjà engagé qui concernait non seulement les juifs mais également les Arabes, fait naître véritablement cette répulsion à l'égard d'un phénomène migratoire qui entraînerait dans l'État français qui se veut homogène des étrangers, et qui plus est des étrangers dont on postule la différence fondamentale par rapport aux Israélites français déjà installés. Ils sont des barbares, et c'est quelque part ce que Picard répercute dans sa première synthèse de l'antisémitisme. Pour Picard, et ça peut vous sembler très étonnant en termes d'aujourd'hui, faire venir les Juifs d'Afrique du Nord, Algérie d'abord, et grande menace, les Juifs plus nombreux qui sont au Maroc, c'est en quelque sorte ouvrir la porte aux Arabes. Juifs et Arabes sont les envahisseurs sémites qui vont détruire de l'intérieur la France, ou qui risquent, c'est Drummond et la France juive, Drummond qui sera d'ailleurs élu député d'Alger. Cette première période, on peut dire, et je crois qu'il est important de marquer des césures, elle se clôt avec la Première Guerre mondiale, et elle rebondira essentiellement après pour un phénomène purement européen et totalement imprévisible, qui seront évidemment les conditions d'un côté de la victoire française et de l'autre de la défaite allemande. On se trouve donc dans un mouvement qui va être totalement clivé par cette double réaction qui devient totalement antagonique. Si des idées intellectuelles, si des courants circulaient encore au moment du Premier Empire allemand entre France et Allemagne, il va s'établir une coupure beaucoup plus profonde entre les deux. On y a fait allusion, j'ai traduit un philosophe juif allemand, Constantin Brunner, profondément ancré dans la tradition juive et dans la tradition allemande, et qui publie déjà ce qui pour moi est l'analyse la plus complète de cette première période de l'antisémitisme. Il écrit un livre entre 1911 et 1914 qui sera publié du fait de la guerre en 1918 et qu'il intitule « La haine des Juifs et les Juifs ». Il prend ce titre pour échapper très clairement à ce faux concept qui, comme beaucoup l'ont rappelé, est une interprétation totalement imaginaire d'un peuple, les Sémites, auquel on donne d'ailleurs le nom d'un
personnage biblique, et il préfère parler des causes de rivalité et de haine qui ont existé déjà avant l'antisémitisme politique, et il en fait la synthèse, notant essentiellement que si l'antisémitisme n'a pas triomphé, c'est parce que les multiples courants antisémites se sont entrétripés pendant toute cette période, ne sont pas arrivés à faire leur unité, et la grande habileté, l'opportunisme des nazis va consister en quelque sorte à parvenir dans les conditions de l'après-guerre sous la République de Weimar en Allemagne à focaliser sur les Juifs la notion même d'anti-allemand. Ils vont délégitimiser tous les autres partis allemands dans lesquels les Juifs sont représentés parce que leur éventail social couvre toute la société allemande. Tout parti, à partir des premières campagnes idéologiques nazies et dans Mein Kampf, tout parti qui a des membres juifs ou qui discute avec des juifs ou qui pactise avec des juifs est un parti anti-allemand, est un parti anti-national. Encore 5 minutes. Donc cette après-guerre est marquée par la radicalisation sur laquelle je ne reviendrai pas, elle est extrêmement connue. Brunner lui-même, à partir des premières lois anti-juives de 1933, s'exile en Hollande. Il meurt en 1937, à un moment où il est bon quand même de le rappeler aujourd'hui, personne ne peut songer à l'idée d'un génocide tel qu'il se développera durant la guerre. Aussi, Brunner, jusqu'à la fin, quand on examine l'évolution de ses écrits, garde-t-il une attitude qui est aussi, qui rejette symétriquement l'antisémitisme et le nationalisme juif qu'il a vu se développer, c'est-à-dire le mouvement sioniste, né un quart de siècle avant le nazisme, et dont il a écrit dans La haine des Juifs et les Juifs ceci, le sionisme, donc ça paraît en 18, le sionisme ne mène pas à Sion, mais au ghetto. Si pas dans les faits, au moins dans les mentalités. Une seule chose où il s'est trompé, il écrivait « au ghetto sans murailles, dans l'isolement de la vie et du sentiment vital ». Ce n'est pas seulement la virulence du génocide qui a conduit à une relecture de l'histoire, mais justement cette illusion rétrospective quasi générale que le génocide a été en quelque sorte l'issue fatale, l'issue nécessaire d'une opposition mystérieuse et quasi millénaire entre juifs et non-juifs, quels qu'ils soient. Des massacres comme le génocide, il est pénible de rappeler qu'il y en a eu de nombreux par le passé, mais ce qui caractérise le génocide des Juifs à mes yeux, c'est qu'évidemment, il s'agit ici précisément d'une population qui exerce dans l'histoire occidentale une influence religieuse et culturelle inversement proportionnelle à son importance numérique. C'est à ce fait que je vais me référer en conclusion pour montrer que la démarche de l'IRA, cette définition à laquelle tous les États européens sont invités à souscrire, en demeure entièrement prisonnière et d'autant plus dangereuse et inappropriée. Ce sont les Juifs eux-mêmes, et ils sont un peuple agissant comme tous les autres, qui, poursuivant sur la lancée de Bernard Lazare, ont imposé
après la guerre et après le génocide, et la responsabilité, à mes yeux, intellectuelle, bien qu'il ait mis beaucoup de nuances dans ses ouvrages, en incombe à l'histoire de l'antisémitisme de Léon Poliakov, qui va se construire pendant 50 ans dans l'élargissement incessant de cette notion d'antisémitisme, antisémitisme qui, dans les livres qu'il écrit ou dans ceux qu'il patronne, s'étend déjà jusqu'à l'antisionisme. C'est aussi l'action des Juifs eux-mêmes qui continue à entretenir l'idée de cette continuité à la fois des gens, de leurs revendications notamment. Je rappelle par exemple que, recevant en 1937 dans la Palestine anglaise mandataire, recevant une délégation du Parlement britannique, Ben Gurion déclare à ses parlementaires, un peu étonnés, que la présence juive en Palestine, ils ne doivent pas croire qu'elle se repose sur la déclaration Balfour, il a dû en vexer quelques-uns, mais sur la Torah. L'histoire s'est accélérée depuis. Oui, je vais essayer de... Voilà. Donc, tournant historique, c'est effrayant d'être mis sous pression comme ça, tournant historique essentiel, la Révolution française, tournant dans les mentalités, mais qui évidemment, on y a encore fait allusion ce matin, n'efface pas tout le poids des querelles religieuses antérieures et tout le poids irrationnel qui s'attache à l'histoire ou à la personne des Juifs. On a rappelé des pièces de Shakespeare, l'intervenant anglais ce matin s'est appesanti sur les figures de Juifs que l'on a dans Shakespeare et elles sont bien connues. Voilà, mais dans la France d'après la Révolution, nous n'en sommes pas loin chez des gens pourtant progressistes, généreux, porteurs des idées libérales et qui vont par exemple violemment s'opposer à la prise de pouvoir par Napoléon III. J'ai fait allusion à Victor Hugo. Le jeune Victor Hugo, 1927, catholique, on pourrait dire en termes modernes catholique progressiste, écrit une pièce, Cromwell. Je ne sais pas si elle est encore jouée aujourd'hui, mais elle est incroyablement révélatrice. Elle raconte le dernier livre que je viens de publier, Conclure. C'est pas moi, c'est elle. Voilà, Conclure, dit-elle. La pièce raconte un fait historique qui est extrêmement intéressant parce qu'il nous place à la jonction de la renaissance des communautés juives en Europe occidentale avec la naissance de l'Europe moderne. C'est la célèbre légation diplomatique que fait Manassé ben Israël auprès de Cromwell. Nous sommes en 1655. Déjà à ce moment, le premier diplomate juif envoyé par la communauté juive d'Amsterdam en Angleterre plaide pour que l'Angleterre s'ouvre à nouveau aux Juifs, plaide pour des raisons idéologiques qui chatouillent la fibre protestante des Anglais et pour des raisons économiques, nous allons donner un sérieux coup de pouce à votre développement économique. Comment Hugo en parle-t-il? Il parle de Manassé, espion, usurier et astrologue, vil de deux côtés, c'est-à-dire comme espion et comme usurier, et sublime dans le troisième, parce que le représentant du peuple de Dieu connaît et lit l'avenir. Et donc,
Cromwell charge Manassé de lui dire son avenir. Et Manassé lui dit, vous êtes menacé par un terrible complot. Cromwell le congédie. J'en terminerai par là, je réinterviendrai tantôt, parce que je sens quand même que ceux qui vont me succéder ne prendront certainement pas moins de temps que moi. Et je vous cite Victor Hugo, c'est étonnant, relu aujourd'hui. Cromwell congédie Manassé et il lui dit « vis en paix ». Et pour terminer son magnifique alexandrin, il dit en aparté « juif immonde à pendre entre deux chiens ». Voilà, la suite tout à l'heure.